Alors, l'ouvrage de Tugdual d'Herville, qui est un livre important par le fond et important aussi par le nombre de pages, parce qu'il y a énormément de choses à dire, il n'a pas tiré à la ligne, et c'est un livre qui fait 320 pages, qui est édité par les éditions Plomb, et qui ne coûte, je dirais, parce que c'est un livre extrêmement riche, que 17,90 €. Il s'intitule « Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine ». Alors, Tugdual, je le dis tel que je l'ai ressenti, votre livre est un véritable cri d'alarme. Non pour la protection de la planète, encore que vous soyez évidemment pour, mais pour une cause encore plus grave, la survie de l'homme. J'entends de l'homme encore humain, qui est aujourd'hui pris entre les dérives libertaires, qui sont mortifères, vous l'expliquez au long des pages, et d'autre part des tentations prométhéennes tout aussi redoutables. Car les apprentis sorciers que vous nommez si justement les déconstructeurs, c'est exactement ça, les démolisseurs, s'acharnent à détruire les hommes que nous sommes en abattant les murs porteurs qui fondent à la fois notre humanité, notre société et finalement notre civilisation. Alors j'aimerais pour commencer que vous rappeliez aux auditeurs de Radio Courtoisie ce que sont ces murs porteurs, en tout cas les principaux. Ça, je pense que c'est capital parce que je pense que les millions de gens qui sont descendus dans la rue en 2013 et 2014 se sont évidemment battus pour la survie de la famille, de la vraie famille, un père, une mère, un père, des enfants. Mais au-delà, ils se sont battus pour d'autres choses aussi importantes. Alors, ces murs porteurs. Je crois justement que c'est eux, ce sont toutes ces personnes qui m'ont fait réfléchir à la raison pour laquelle nous étions si nombreux à nous être dressés contre la toute-puissance d'un État qui prétendait effacer des réalités dont nous avons tous bénéficié, notamment le fait que père et mère ne sont pas interchangeables. Et bien ces murs porteurs, ce sont d'abord, parce que j'essaie de revenir au réel de nos expériences tout à fait charnelles, pour passer de l'idéologie qui souvent plane un tout petit peu à la réalité concrète de nos vies, c'est d'abord la maternité, la gestation corporelle. Le fait d'avoir séjourné longtemps dans le corps d'une autre, qui est une femme et pas un homme, contrairement à ce que certains imaginent pour l'avenir. Et je pense que dans cette hospitalité, ne serait-ce que biologique, que nous avons tous expérimenté dans le ventre d'une femme, même si éventuellement on a pu être rejeté par elle, ça peut arriver, eh bien il y a la source de l'anthropologie du don, le fait que notre vie est donnée. Elle est donnée par quelqu'un qui nous l'a donnée. Et ensuite, deuxième mur porteur, l'écosystème durable qu'est la famille, dont le tout petit a besoin, ne serait-ce que vitalement, pour être nourri, pour avoir de l'affection, et quand cette famille est défaillante, eh bien on le confie à une autre famille éventuellement, mais c'est vraiment non seulement la valeur refuge, mais même la source de toute la vie en société. Absolument. C'est là que l'autorité légitime peut naître, c'est là que la famille est déjà une forme de petite cellule politique, on essaie de négocier ensemble, parents et parfois enfants, grandissant sur la façon de gérer par exemple les vacances. Et donc la société ne doit pas protéger la famille parce qu'elle est fragile, elle doit protéger et soutenir la famille parce qu'elle est la source de toute la société. Si on parle de fraternité dans un pays, c'est bien que c'est au sein de la famille que s'expérimente tant bien que mal la vie en commun de ceux qui ne se sont pas choisis. Et papa et maman, ce sont des repères indispensables pour les enfants. Alors en ce qui concerne la maternité, j'aimerais, parce que c'est un très beau passage de votre livre, lire, c'est à la page 52, ce que vous écrivez de la maternité. Il est de la nature de l'homme de s'inscrire dans sa culture maternelle avant même de découvrir ce que nous sommes, environnement. La découverte du monde des hommes par le fœtus passe par sa mère. C'est au travers de son ventre que nous avons perçu le jour pour la première fois, au 7e mois de notre existence. La naissance à la lumière précède de 2 mois notre première respiration. C'est dans son ventre que nous avons écouté, au milieu des bruits intérieurs de son corps, la musique des voix maternelles et paternelles, si le père était présent. Ils ont même donné leur tonalité à nos tout premiers babyles. Je trouve ça très beau et
est très vrai, quoi. C'est une évidence. Et c'est pour ça que, bien entendu, vous considérez que la GPA, dont on reparle encore beaucoup maintenant, c'est-à-dire la gestation pour autrui, c'est une dérive finalement condamnable de la maternité. Oui, c'est à la fois, il faut voir qu'il y a de grands désirs, hein, et je le dis souvent dans mon livre, il ne s'agit pas de jeter la pierre sur ces personnes qui ont de grands désirs, mais la société doit justement réguler nos désirs lorsqu'ils se font tyranniques et totalitaires aux dépens des plus fragiles. Et la gestation pour autrui n'est rien d'autre que l'éclatement de la maternité. Ce que nous sommes appelés à vivre de manière unie, voilà qu'on prétend pouvoir le saucissonner, si vous me permettez l'expression. Ça, oui. Et voilà que justement, on nie cette richesse de la vie intra-utérine. Comme si une mère pouvait par contrat s'engager à se séparer d'un enfant. Et je cite par exemple dans d'autres endroits l'impact que cela peut avoir sur les enfants qui sont déjà nés. Comme si on pouvait découvrir qu'une mère peut donner son enfant, mais on ne donne pas une personne, on donne des objets et l'enfant n'est pas un objet. Par conséquent, cette maternité pour autrui, ou qu'on prétend pour autrui, est effectivement une grave dérive, mais qui augure un glissement plus grave encore que certains annoncent et envisage comme positif, c'est cette maternité extracorporelle, cet utérus artificiel, qui est la conséquence inéluctable de la gestation pour autrui, dans la mesure où la fibre maternelle résiste encore. Je raconte l'histoire de cette américaine, Melissa Cook, qui a décidé de ne pas avorter d'un des triplés qu'elle portait, alors que le commanditaire, par avocat interposé, exigeait cet avortement, mais la loi américaine ne pouvait pas la forcer à cet avortement, et pour autant la loi lui a arraché ses 3 enfants dès la naissance, et le commanditaire en a fait ce qu'il voulait, et on voit que la prophétie de 1984 est en train d'advenir, et il était écrit: on enlèvera les enfants à leur mère comme on enlève les œufs aux poules. Et voilà que c'est aujourd'hui dans nos pays démocratiques que, à cause de cette tyrannie du désir, à cause de cet aveuglement, de ces souffrances aussi très fortes et l'absence de régulation par la loi, eh bien, heureusement, c'est pas encore le cas en France officiellement, mais à cause de cela, dans les pays ultra-libéraux, le corps humain, la personne est traitée comme une marchandise, et ça, je crois que toutes vous nos parlez fibres d'ailleurs, résistent. à propos de la GPA, de la marchandisation des corps. Hein, ce qui est une affaire quand même scandaleuse. C'est vrai. C'est vrai. Et alors, on se rend compte aujourd'hui que ce travail de sape des déconstructeurs, ce travail de sape des murs porteurs ne cesse pas. Ça n'a pas cessé. Par exemple, sur le plan capital que vous soulignez de la différenciation sexuelle, périodiquement, on remet en avant l'histoire de l'idéologie du genre, quoi. Oui. Ça, c'est récurrent, je veux dire. Je crois que vous le citez, c'est le 3e et dernier des 3 grands murs porteurs, cette altérité sexuelle. Je vais juste même jusqu'à l'appeler le sacré sexe, parce que il y a quelque chose d'essentiel dans toutes nos histoires généalogiques, quels que soient les accidents que nous avons pu connaître dans nos ascendants, et il y en a eu souvent, hein. Eh bien, c'est cette altérité sexuelle qui nous a donné la vie. C'est ce sexus qui structure la société. Alors que ceux que j'ai appelés effectivement les déconstructeurs, et qui agissent de manière à la fois désordonnée et, je le crois, largement inconsciente pour beaucoup d'entre eux, croient devoir nous libérer de ces murs porteurs comme si nous étions des êtres humains hors sol, capables de nous fabriquer tout seuls. Et j'ai été même dans cette étude, dans cette recherche, comme effrayé, j'essaie de le dire à mots délicats, de voir jusqu'où ils allaient dans leurs revendications, jusqu'à la chasse à ce qu'ils appellent les derniers tabous, pour aboutir véritablement à des êtres apparemment libérés et en fait déracinés, sans racines géographiques, sans racines généalogiques, sans héritage. Et moi j'aime beaucoup Jean Vanier, qui est un ami et qui dit souvent: on ne peut s'ouvrir à l'autre qu'en approfondissant son identité. Et donc nous avons toutes des identités. Et c'est en cultivant ces identités, c'est en les approfondissant, en consentant parfois même aux accidents de nos vies, que nous pouvons alors nous ouvrir, parce que nous serons structurés. Et je cite l'exemple que cite Hervé Juvin, d'une jeune adolescente qui revient de l'école alors que sa camarade de classe s'est voilée pour des raisons identitaires et religieuses, et qui dit à sa mère: maman, qui sommes-nous? Nous sommes qui, nous? Et alors elle dit: je vais en parler à ton père. 3 jours plus tard, elle revient: on en a parlé avec ton père, nous ne sommes rien. Voilà. Et je crois que ce rien-là
est une grande violence dans notre société. Nous sommes tous extrêmement différents, mais nous avons tous des racines qui nous rendent fraternels parce qu'elles puisent dans des sources qui se ressemblent souvent. Sans racines, nous ne pouvons pas tenir dans les tempêtes du monde. C'est pour ça que ces sources biologiques notamment, ces sources familiales, ces sources liées à l'altérité sexuelle, ces trois murs porteurs, c'est sur cela que nous pouvons nous construire et c'est sans cela, la société se liquéfie aux dépens des plus fragiles. Oui, vous parlez de société liquide. Je reviens un instant en arrière à propos de la maternité. Enfin, ces déconstructeurs sont allés jusqu'à la supercherie, car c'est une supercherie, des accouchements prétendument masculins. Enfin, c'est inouï, quoi. Je crois que des hommes avaient accouché, alors que, en fait, évidemment, c'était des femmes. Oui, c'est délibéré. L'utilisation de souffrances identitaires qui sont réelles chez des personnes qui ont une immense souffrance pour admettre leur identité sexuée, eh bien, l'exploitation de ces souffrances par des déconstructeurs qui, eux, sont extrêmement idéologues, pousse effectivement à nous montrer des images de personnes barbues qui accouchent en laissant à croire que ce sont des hommes puisque l'état civil de leur pays dit que ce sont des hommes. On le voit, la loi allemande d'ailleurs, qui a dû subir cette mise devant le fait accompli d'une personne transsexuelle qui a accouché d'un enfant en se prétendant son père. Eh bien, la loi allemande a forcé cette personne à dire le sexe de son enfant car elle voulait affirmer un sexe neutre. Et donc cette neutralisation sexuelle de la société, c'est une tendance très forte qui utilise de nombreux moyens juridiques, judiciaires et en s'appuyant notamment sur des réelles souffrances. Et ça, je les dénonce fortement parce que c'est cela aussi qui conduit à cette grosse angoisse identitaire que beaucoup de jeunes connaissent maintenant, ne sachant plus très bien qui ils sont parce qu'on leur prétend qu'ils peuvent se choisir au lieu de se recevoir. La fameuse idéologie du genre. Et vous soulignez aussi les terribles dérives qu'il y a eu avec le mariage homosexuel et surtout peut-être l'adoption par des homosexuels. Là, je tombe sur un passage très important de votre livre. En effaçant l'universalité du principe de l'altérité sexuelle dans la filiation, c'est toute l'identité anthropologique des Français qui était révisée, niée, piétinée. Nous l'avons vu, rendre père et mère interchangeables, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était remettre en cause l'héritage symbolique de chaque homme et de chaque femme, tel qu'il lui est transmis par une généalogie qui respecte la parité homme-femme dans l'engendrement depuis la nuit des temps. Oui, c'est quand même étrange qu'un gouvernement qui a désiré se targuer d'une parité absolue homme-femme, en tout cas à un certain moment dans sa constitution, fonde sa première grande réforme sociétale sur l'abolition de la seule parité qui se défende, c'est la parité originelle dont nous avons tous bénéficié. Alors ça, c'est difficile de mesurer à quel point cette logique peut aller loin. Et je crois qu'il y a eu un grand malentendu. Ceux qui ont promu cette loi ont considéré que c'était pour une petite niche électorale. Une minorité d'ailleurs des personnes concernées par l'homosexualité en faisaient leur revendication. Et nous avions des porte-paroles concernés par l'homosexualité en tête de nos cortèges et qui portaient avec beaucoup de courage le fait qu'un enfant ne doit pas être privé délibérément de son père ou de sa mère. Mais effectivement, comme vous venez de le souligner, c'est les mots mêmes qui ont changé de sens. Et en vidant de son sens des mots aussi importants que le mot mariage, et j'ose dire même dans mon livre que la fidélité sexuelle, difficile bien sûr à vivre pour beaucoup, et je ne jette à la pierre à personne, mais que cette fidélité sexuelle est un élément de structuration très forte de la société. Et cette fidélité sexuelle qui est difficile, il est peut-être temps de reconnaître à quel point les petits-enfants en ont besoin de la part de leurs parents, à quel point elle peut être encouragée. C'est certain. Et vous soulignez d'ailleurs que on lance un véritable haro sur le couple aimant et fidèle, quoi. C'est ringard, c'est dépassé, c'est ridicule, etc., etc. Et il y a une intense propagande pour ce qu'on appelle le polyamour, quoi, qui est une variante de la polygamie, finalement. Vous savez, j'ai entendu dans un congrès à Rome, etc., tout à fait, oui. J'ai entendu un homme, ça m'a beaucoup touché, qui disait, vous savez, le couple monogame fait de chaque homme un roi, de chaque femme une reine, de chaque enfant un prince ou une princesse, et de chaque logement un palais. C'est-à-dire qu'il y a une souveraineté, une sécurité dans ce couple monogame lorsqu'on arrive à le vivre de manière, je dirais, affectivement stable et affectivement sécurisante. Et il faut redire que 80% des Français considèrent qu'un enfant, préférablement, doit s'épanouir entre son père et sa mère, qu'il en a besoin. 70% des Français mineurs vivent encore entre leurs deux parents. Donc, à nouveau, je sais bien que
ça veut dire que 30% ne le vivent pas, et je pense qu'il faut les soutenir et ne pas du tout les stigmatiser. Pour autant, on le voit, notre société est encore extrêmement attachée à des repères structurants comme cela, parce que c'est ceux de notre réalité corporelle et psychologique, et peut-être même spirituelle. Et vous dénoncez aussi ce que vous appelez la désacralisation du sexe. Oui, parce que c'est exprès que j'ai utilisé le mot oui. fidélité sexuelle, parce que le mot fidélité a un petit côté mièvre. Mais si on met sexuel, ça devient tout à fait concret. Et c'est quelque chose, effectivement, qui est tellement intime, ne serait-ce que, moi je l'exprime, je veux dire, pour le démontrer, ce n'est pas pour rien que les abus sexuels font tant et tant de dégâts dans les cœurs et dans les corps. C'est pas pour rien qu'ils sont punis de manière beaucoup plus forte que je ne sais quelle autre forme de violence, et qui pourrait paraître éventuellement plus spectaculaire. C'est parce que dans le lieu de mon intimité, dans nos corps, il y a un mystère d'inviolabilité, justement. Et parce que la sexualité est un des éléments les plus précieux, les plus fragiles, les plus respectables, qui est relié au corps humain. Et donc, il y a effectivement à ressaisir le paradoxe d'une société qui n'en finit pas, et elle a raison d'ailleurs de traquer ceux qui abusent des plus fragiles, et qui en même temps promeut comme modèle la liquéfaction notamment de l'affectivité et de la sexualité, comme si c'était une source de bonheur. C'est ce que vous écrivez à la page 105, je l'ai sous les yeux. En réalité, la désacralisation du sexe est une utopie délétère où s'enferment des personnes fragiles jusqu'au dérapage le plus sordide. Faut-il évoquer le sort douloureux de quelques célébrités pour démonter l'illusion? Bon, j'ai essayé de ne pas donner de nom, parce que je ne veux pas être agressif dans mes propos. Mais effectivement, et je crois que dans cette déconstruction, il y a une grande illusion de libération. C'est-à-dire c'est un ultra-libéralisme libertaire qui croit que nous allons enfin échapper à notre condition humaine, aux limites posées par notre histoire ou par notre corps, et qu'enfin nous serons libres. Et moi, je pose que notre liberté est dans le consentement à nos enracinements, et au consentement à ce que je suis. Ma vie est une œuvre d'art que je peux poser dans le cadre d'un corps sexué, qui vieillit, d'un temps compté, et puis d'une mort inéluctable. Trois limites douloureuses d'une certaine manière, qui peuvent être douloureuses pour certains, et ultimement la mort, Dieu sait si elle l'est, mais qui est un cadre structurant dans lequel je peux déployer ma vie. Quand on n'a pas de cadre, eh bien, on est sans repère, sans limite, et c'est toujours les plus faibles, toujours les plus fragiles qui en font les frais. Ça, c'est une évidence. Et là, vous avez raison aussi d'insister sur le fait que dans la loi Taubira, finalement, peut-être, je dis bien encore plus grave que le mariage homosexuel, c'est l'adoption. Je dois dire que j'ai reçu une petite carte d'un conseiller de l'Élysée avec lequel j'avais été en contact, et qui m'a remercié de l'envoi de ce livre en me disant qu'il aurait fallu appeler cette loi adoption pour tous. Voilà. Ça aurait été plus vrai, et c'est la raison pour laquelle il s'opposait à cette loi. Et là, vous écrivez, il faut rappeler que derrière la façade décorée de la bannière « Mariage pour tous », l'appartement témoin cachait une pièce sombre, souvent passée sous silence, le droit à l'adoption d'enfants par 2 hommes ou 2 femmes. Un minimum d'honnêteté eût fait désigner la loi Taubira « mariage et adoption pour tous ». Les Français y étaient défavorables. La plupart n'ont vu que la façade. L'adoption homosexuelle implique l'effacement des notions de père et de mère et le déni de leur complémentarité. C'est aussi un piège pour les personnes concernées par l'homosexualité qui faisaient cette revendication, parce qu'il n'y a pas d'enfants adoptables. Et donc ça veut dire que ipso facto, cela encourage la revendication de la fabrication entre guillemets d'enfants de manière artificielle, à l'étranger, parce que ce n'est pas légal en France, malgré les pressions. Et donc c'est là qu'il y a un pont avec la transhumanie, dont beaucoup de personnes revendiquant cette loi sont innocents, ils ne le savent pas. Mais à partir du moment où on promet ce mariage, cette adoption, eh bien on encourage donc la fabrication artificielle d'enfants. S'ils sont fabriqués, il faut qu'ils soient livrés. S'ils sont livrés, il faut qu'ils soient en bonne situation. Et par conséquent, on va les trier, il y aura des contrats, il y aura de l'argent à la clé. Le tri des embryons. Voilà. Et c'est la chosification de l'être humain qui est derrière. Voilà. Oui, c'est un glissement vers vers la privation pour les générations futures de cette naissance libre et non discriminée que nous avons connue en bénéficiant des repères anthropologiques fondamentaux. C'est ce que vous dites tout à fait lucidement, parce qu'au fil des pages, on découvre à quel point votre livre est instructif,
à quel point vous portez un regard lucide sur toutes ces choses-là. Vous écrivez « Si la loi Taubira est emblématique, c'est qu'elle accélère ce glissement vers un totalitarisme technologique dicté par les individus. 2 hommes ou 2 femmes exigent de la technique de leur fournir l'enfant que la nature leur refuse sans respecter l'intérêt de l'enfant. Jusqu'ici, le gouvernement n'a strictement rien fait pour protéger les enfants de ces conceptions artificielles qui constituent bel et bien une maltraitance originelle. » Oui, ça c'est vrai. Que c'est... Mais vous soulignez aussi, là on va arriver à un point un peu moins triste, plus positif. Vous soulignez justement, pas tout à fait à la moitié de votre livre, que la France, dans une certaine mesure, est une exception. C'est vrai. Vous dites, la France, terre d'écologie humaine, salutaire instinct de survie propre à tous les vivants. Il nous faut donc examiner d'où vient la vitalité de la France, ressort profond caché dans son âme. On a suffisamment glosé sur le déclin de la France pour ne pas en rajouter ici. L'exercice vise à retrouver le cœur de son identité en puisant dans ses racines de quoi motiver son réveil. C'est vrai que j'ai été émerveillé de voir toute une jeunesse, mais pas seulement, j'ai envie de dire aussi toute une vieillesse, se lever, des hommes d'âge mûr, de tous âges, et qui ont exprimé que désormais, ils ne se sentaient plus seuls, que désormais, ils étaient capables de s'engager, de se mettre dans des positions où ils seraient peut-être en difficulté par rapport à ces convictions qui leur tenaient tant à cœur, parce qu'il y a en France une résistance, je dirais, instinctive à cette marchandisation du corps, dans toutes les strates de la vie politique. J'ai même cité Marie-Jo Bonnet, qui est fondatrice des Gouines Rouges et qui s'oppose à la gestation pour autrui en disant de manière, je trouvais très belle, que toute femme était maternelle et que même si elle ne voulait pas, ce qu'elle exprime à sa façon, donner la vie, elle pouvait exercer une maternité spirituelle. Et je crois que c'est un grand espoir de voir que dans notre pays, du fait de son histoire relativement tourmentée, et même si les déconstructeurs les plus intelligents sont essentiellement français, il y a une résilience, mais aussi une résilience, donc un réveil du fait de l'oppression totalitaire de la culture, mais également il y a quelque chose qui est propre à l'âme française, ce souci de la personne, qui est porté, y compris jusqu'à nos instances juridiques, que je ne soutiens pas toujours, mais le Conseil d'État disait à propos de la gestation pour autrui ou par autrui, que la France n'avait pas à se caler sur le moins-disant éthique. Donc, souci de la personne et finalement beaucoup d'attention et beaucoup de générosité accordée aux personnes fragiles. Même dans notre société qui est dure aujourd'hui, quand même, d'une façon générale, on voit le respect des Français en général pour les personnes fragiles, les personnes malades, les handicapés, les enfants autistes ou autres. Oui, je pense que c'est important, effectivement, comme vous venez de le dire, de reconnaître beaucoup de gens ont encore du cœur, voilà, pour parler simplement. Oui, beaucoup de gens, dans l'exercice de leur expérience personnelle, familiale, conjugale, il y a un héroïsme du quotidien qui s'exprime auprès des plus fragiles. Que ce soit lorsqu'il y a un enfant, une personne âgée qui est en fin de vie, qui est malade, même s'il y a trop de solitude dans notre pays. Et puis aussi, il faut noter que cette créativité de l'amour continue à foisonner en France dans des familles de pensée diverses. Il y a en France, mais il y a aussi cela dans d'autres pays du monde, des progrès dans le respect de la vie. Il y a un paradoxe donc dans notre pays. C'est à la fois le pays le plus eugénique au monde avant la naissance, mais c'est aussi un pays qui fait de grands progrès, comme vous l'avez dit, dans l'accueil des personnes différentes qui ne sont moins stigmatisées, qui sont moins mélangées qu'autrefois et qu'on prend en compte. Je vois par exemple les politiques sociales d'aide aux aidants pour essayer d'éviter qu'ils ne craquent lorsqu'ils sont en difficulté, les politiques d'accueil et d'intégration scolaire des personnes handicapées. Et donc, plutôt que de déplorer, parce que je me méfie moi-même de voir simplement passivement notre civilisation s'effondrer, je préfère voir que continue de germer une créativité de l'amour, pour utiliser un gros mot, qui est prometteuse peut-être d'un sursaut culturel que nous pouvons construire ensemble. Oui. Michel. Alors, chers auditeurs, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la résistance française, dirigé aujourd'hui par Gérard Marin, qui reçoit Tugdual Derville, sociologue, délégué général d'Alliance Vita et ancien porte-parole de la Manif pour tous, pour son ouvrage
Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine chez Plomb Éditeur. Et vous entendrez ensuite Lionel Demarcy pour son ouvrage Ma vie en noir et blanc et Jean-Paul Chériguez de Olmeta, chroniqueur écrivain, avec nous dans le studio également. Donc, cher Michel, vous avez eu raison de préciser que M. Tugdual d'Herville est le délégué général de l'association Alliance Vita qui se bat justement, pour résumer les choses, pour la défense de la vie, pour le respect de la vie. Comme dirait notre ami Anthony, contre la culture de mort, voilà. À la fois contre l'avortement et contre l'euthanasie, aux deux bouts de la vie. Et ça, il faut vraiment tirer son chapeau, monsieur d'Herville, comme nous le tirons très souvent devant le combat de Bernard Anthony et de toute son équipe. On l'a vu avec la tragédie de Vincent Lambert, combien Bernard Anthony s'est défoncé, il n'y a pas d'autre mot. Je le fais beaucoup parce qu'il y a des souffrances qui nous sont confiées, des larmes qui sont interdites, et toutes les femmes que j'ai pu accompagner après ces drames me donnent la force de sortir du silence ces drames intimes qui sont un grand secret de famille pour notre pays. Ils ont besoin de consolation, ils ont besoin de repères pour effectivement que notre pays choisisse la vie plutôt que de tomber dans des pratiques qui sont à la fois mortifères et si douloureuses au sein des familles. Oui, vous savez, je suis très bien placé pour comprendre ces problèmes parce que j'ai une épouse atteinte de la maladie d'Alzheimer à un stade très très avancé, très avancé. J'ai bien peur qu'elle soit en fin de vie et je souffre beaucoup quand j'entends des gens dire d'elle ou d'autres personnes dans son état, c'est un légume. Eh bien, je peux témoigner que ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai parce qu'on peut croire que la personne malade atteinte de ces maladies dégénératives ont perdu la conscience. Eh bien, malgré tout, je peux vous garantir, je vais voir mon épouse aussi souvent que je le peux, j'arrive encore à avoir des contacts avec elle, une communication avec elle. Donc, il faut refuser cette facilité de dire, oh, bah, de toute façon, ils sont sans conscience, ce sont des légumes. Bah, non, ce ne sont pas des légumes. On en a parlé par téléphone l'autre jour lorsqu'on préparait cette émission. Et moi, j'ai été très touché par ce que vous disiez et de voir aussi que dans notre pays, les personnes concernées par cette maladie sont accompagnées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut se réjouir aussi de voir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de voix très autorisée qui annonce que ces personnes seraient inutiles ou trop coûteuses pour être des nôtres. Non. Et donc nous devons nous battre par les témoignages de l'Orient et ceux des personnes qui peuvent les accompagner pour qu'effectivement ils demeurent ces témoins d'humanité. Car notre société va se juger justement à la façon dont elle accueille ses plus faibles et ses plus fragiles en faisant toujours le pari de leur dignité et de leur croissance mystérieuse et intérieure qu'on ne peut pas forcément voir, même si de temps en temps elle est attestée par telle ou telle relation. Mais ce pari de la dignité, c'est cela qui va nous sauver de la toute-puissance technologique justement. Et vous avez raison de souligner que certainement une grande majorité de Français refusent ce que vous avez appelé la chosification de l'être. Bien sûr. Un être humain, ça n'est pas une chose, même quand il a perdu toute sa conscience ou une grande partie de sa conscience. Alors, Tugdual d'Herville, puisque vous avez été le principal porte-parole de la Manif pour tous, beaucoup de gens dont j'ai été longtemps sont arrivés à cette conclusion. Alors, ça n'a servi à rien de voir des millions de Français descendre dans la rue. Est-ce que la Manif pour tous a été un échec total avec l'adoption de la loi Taubira? Alors surtout pas. Vous dites que non dans votre livre. Je le crois fermement. Je vous laisse la parole. Je vous remercie de me poser cette question. Non, surtout pas. D'abord parce que nous ne sommes pas maîtres de la fécondité de nos actions. Et dire la vérité est absolument essentiel et résonne pour l'éternité. Mais, plus concrètement, la loi qui a été votée n'est pas celle que les personnes souhaitaient. Ils auraient souhaité beaucoup plus. C'est-à-dire, on voit bien qu'on débat aujourd'hui de GPA, de PMA, c'est une insatisfaction. Et surtout, et finalement, elle nous a tous réveillés. Je file l'allégorie du mycélium, vous savez, cette structure vivante du champignon, en disant que l'important dans ces manifestations spectaculaires que sont justement des manifestations, comme le champignon qui dure quelques jours, qui sont très visibles, très puissantes, et qui ensuite retombent, c'est la vitalité souterraine qu'elle révèle, et ces liens qui relient... Vous dites la puissance du mycélium
enfouie dans l'humus de la société et réactivée par les immenses manifestations de 2013 et 2014. Parce que Il y a des pages magnifiques d'ailleurs à ce propos-là. Avant, nous ne le savions pas. Donc la veille précédait encore les veilleurs. Il y avait un veille de nos désirs, un veille de nos cœurs. Et maintenant, nous nous retrouvons, nous nous relions, nous apprenons à vivre dans plus d'unité et nous foisonnons d'initiatives. Je n'ai même pas compté tous les labels, toutes les nouvelles structures qui sont nées, les anciennes qui ont été réactivées. Et donc, j'affirme que c'est nous tous, qui avons la barre sur la vie politique de notre pays. Quand le centre est sclérosé, quand je parle du centre, je parle le politiquement correct, quand toute la société est coincée, c'est aux périphéries de la société que foisonne l'initiative politique, l'initiative, c'est-à-dire au nom de la justice, l'initiative sociale. Nous sommes tous des travailleurs sociaux, nous sommes tous des entrepreneurs de l'humanitaire, nous le sommes avec nos proches. Et se construit, vous le dites, une société parallèle. Oui, c'est la société, la fameuse police parallèle que le dissident tchécoslovaque Václav Benda décrivait. Il disait à son époque, et on peut le rapporter à la nôtre, je crois, eh bien que c'est à nous d'occuper toutes les sphères que le pouvoir, quand il est totalitaire ou tout-puissant, laisse vacant. On crée des écoles, on crée des revues, on crée des radios, etc. Et on développe nous-mêmes sans trop déplorer, sans trop nous acharner sur ce que nous pensons être des ennemis, mais en construisant cette société de justice, en prenant des initiatives. Et ces initiatives, aujourd'hui, elles sont vraiment dans l'humus, c'est-à-dire indéracinables. Le mycélium, c'est pas des très grosses racines, c'est un filet, c'est une nouvelle peau. Les idéologies mortifères, certaines sont déjà mortes, qui ont coûté des millions de morts, on le sait, d'autres sont là, qui nous menacent. À nous de rester enracinés dans une descente en humanité, de s'approcher des vrais corps, des vraies personnes, et là, nous serons invulnérables en construisant une société plus juste. Vous écrivez, à bien des égards, le mycélium semble construire une société parallèle. Elle fonctionne comme un sanctuaire de la vie dans une société éclatée, désenchantée et parfois suicidaire. Mais qui sont donc les acteurs de ce mycélium ? Ce sont ceux qui résistent à la fois à la déconstruction idéologique et à l'aliénation technologique. Tout est dit, ça c'est vraiment... Et ce qui fait que vous arrivez quand même, malgré tout ce qui se passe, à un bilan finalement assez positif, c'est-à-dire que la France s'oppose à la décomposition, enfin le peuple français, dans son tréfonds, dans son âme, au tréfonds de son identité, s'oppose à la décomposition. Là, je vais lire ces pages 198, parce que c'est réconfortant quand même. Il y a des pages très, très, très pénibles, forcément, dans votre livre, mais il y a des pages qui font du bien. Et vous écrivez, c'est à la page 198, vous savez, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt et d'émotion votre livre de la première à la dernière ligne. Ça me touche beaucoup. Quoi qu'il en soit, la maternité reste une valeur sûre, la fidélité aussi. La plupart des jeunes rêvent encore du grand amour. En témoignaient ces milliers de cadenas que des amoureux avaient accrochés au fil des années sur le pont des Arts à Paris. Le mariage fait encore rêver. Nous avons vu que la famille durable, creuset privilégié de la vie, restait la valeur refuge par excellence. Aujourd'hui, fonder une famille demeure le désir profond de la plupart des jeunes Français. Nous avons vu que l'année 2015 a même fait redécouvrir l'attachement à la nation et à son étrange hymne qui ose exalter, après des couplets martiaux, l'amour sacré de la patrie. C'est tout à fait ça. Alors, le problème, on va y arriver, là, parce qu'il y a des menaces de l'avenir proche ou un peu plus lointain, je ne sais pas. C'est la reprise, d'une certaine façon, et l'accélération de ce qu'on peut appeler les cycles mortifères qui sont nés de la grande transgression ouverte par les manipulations génétiques. Il y a un livre, d'ailleurs, je crois que c'est du professeur Bernard Debré, sur ce sujet. Et là, vous donnez un exemple terrifiant. Alors, ça, je l'ai noté parce que c'est vrai que ça fait froid dans le dos. Vous écrivez à la page 219, Francis Crick, co-découvreur de la structure de l'ADN, se fait plus menaçant. Guillemets. Aucun enfant nouveau-né ne devrait être reconnu humain avant d'avoir passé un certain nombre de tests portant sur sa dotation génétique.
et la peine tombe, elle est capitale, guillemets, s'il ne réussit pas ses tests, il perd son droit à la vie. Oui, c'est vrai qu'on le voit, ces très grands scientifiques, ils sont très intelligents, sont aussi prométhéens et sont d'une certaine manière infantiles sur le plan philosophique. C'est ça le problème. Et donc il faut, et j'ai essayé de le faire, laisser émerger à la conscience toutes ces phrases qui montrent qu'il y a un élitisme totalitaire qui menace si la technologie se fait totalitaire. J'aime citer le pape Benoît XVI qui, dans La charité dans la vérité, à un moment donné, fustige le risque d'un réductionnisme neurologique. Nous considérons que le cerveau n'est qu'une machine qu'on pourrait éventuellement améliorer ou transférer dans une machine qui ne serait plus de chair, et fustige aussi l'absolutisme technologique. La technologie peut être très intéressante, elle peut autant nous libérer que nous aliéner, et nous sommes aujourd'hui, puisque l'homme a mis le doigt sur la vie, et est capable maintenant même de modifier son génome, nous sommes devant un choix très important. Plus l'homme acquiert de puissance industrielle, technologique, biotechnologique, plus il doit exercer de la sagesse, et on peut dire de l'humilité dans l'usage de cette puissance. C'est tout naturel, c'est l'histoire de nos vies. Un petit bébé, il peut bouger de tous les côtés, il ne fera pas trop de mal, et puis nous apprenons avec nos parents à réguler notre force pour ne pas agresser autrui. Eh bien, l'humanité, la famille humaine, est aujourd'hui en passe d'avoir cette capacité d'autodestruction sur sa propre nature, et certains ne se cachent pas de vouloir nous faire échapper à notre nature pour conquérir une liberté illusoire sous forme d'homme-machine, passer de l'homme au surhomme. Voilà, de transhumain. Et c'est là que je crois les plus pauvres et les plus fragiles nous apprennent que notre vie demeure un mystère, jamais totalement élucidé. Ce que Jean-Paul II appelait l'incommunicabilité de l'être. Je ne peux pas transférer à mon voisin mon désir, je ne peux pas le comprendre en totalité, il y a ce mystère d'incommunicabilité, et donc nous sommes tous singuliers, et les transhumains visent ce qu'ils appellent un point de singularité, où nous serions dépassés par la machine. C'est un fantasme très meurtrier déjà, en termes d'embryon, et en termes de menaces de fractures aussi sociales et technologiques. Et donc je crois que ce mouvement social qui s'est levé à partir d'une loi a eu le grand mérite de nous éveiller justement à ces perspectives pour nous dresser pacifiquement et le partager avec le reste de nos contemporains pour pouvoir aider l'homme à avoir cette sagesse, et il l'a eu dans d'autres circonstances, de pouvoir se protéger de sa propre toute-puissance. C'est satanique, vous serez comme des dieux, quoi. C'est en tout cas effectivement un bras de fer, vous l'avez raison, vous citez Gustave Thibon qui avait prophétisé cela, la fin de la mort est une menace finalement, mais c'est effectivement un bras de fer eschatologique, très puissant, et c'est bien d'en avoir conscience paisiblement. C'est-à-dire que je crois dans la créativité et l'intelligence de l'amour, et dans la capacité de l'homme à exercer de l'humilité lorsqu'il se sent menacé par sa toute-puissance. Ça fait partie d'une sagesse qui est déjà exercée sur l'esclavage, sur d'autres réalités qui ont été dépassées, alors qu'il paraissait que l'économie risquait de couler si on ne maintenait pas ce qui était indigne. L'homme a su se libérer de certaines indignités, il doit se libérer de ces nouvelles indignités s'il veut effectivement survivre. Ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est quand même le risque devoir éliminer les plus fragiles, c'est-à-dire les vieillards, les handicapés, les enfants dits anormaux, etc. etc. Oui, c'est vrai. C'est ce rêve, vous le montrez bien, prométhéen de créer un surhomme qui ne connaîtra ni la maladie, ni le handicap, ni la souffrance, un être sans limite, unisexe, évidemment, invulnérable et peut-être immortel. En un mot, un homme qui ne sera plus humain, car sans conscience et sans cœur. Voilà. C'est la promesse donc des transhumanistes, dénoncée entre autres par le professeur Bernard Debré dans son livre La Grande Transgression, et par le docteur Dickès, qui est un des patrons d'émission de Radio Courtoisie, qui a publié un livre admirable sur ce sujet. Oui, il faut préciser en une demi-seconde qu'il ne s'agit pas de rejeter toute technique et tout progrès médical, parce que nous sommes tous sauvés par la technique quand on voit que nos grands-mères et arrière-grands-mères ne sont pas mortes en couche. Donc il s'agit juste de discerner qu'est-ce qui m'aliène et qu'est-ce qui me libère, et de discerner un juste usage, un usage sage des magnifiques progrès qu'il faut encourager. Parce que le risque serait de jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça, c'est bien sûr, il ne faut pas le faire. Il ne s'agit pas de dénoncer toute forme de technique, mais de promouvoir un sage usage de la technique. Eh bien, je vais lire ce qui constitue en quelque sorte la conclusion de votre magnifique ouvrage, Tugdual d'Herville. Je pèse mes mots. C'est un livre extrêmement riche, extrêmement instructif, et d'un côté, c'est un livre qui éveille,
qui éveille. C'est un livre qui donne à réfléchir, je l'ai dit, et c'est un livre quand même aussi réconfortant. Vous mettez le doigt sur les plaies, mais vous ne fermez pas la porte à l'espérance. Donc, à la page 305, presque à la fin de l'ouvrage, vous écrivez « L'humanité tient les clés de son destin, immense responsabilité, mais qui reste à son exacte hauteur. Comment raison garder ? Le temps de l'homme est un appel à la sagesse. Il nous appartient simplement de maîtriser l'usage de nos nouveaux et puissants outils avec plus encore de vigilance. À nous d'avoir le courage d'investir pour les apprivoiser, l'intelligence qui est dépensée pour les concevoir. » Et enfin, c'est les toutes dernières lignes, « Raison d'espérer. L'homme hésite, mais il est fait pour le bien. Il l'invente toujours à partir de son héritage. L'inépuisable espérance, c'est la créativité de l'amour. » Maintenant, bravo et merci, Tugdual d'Herville. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle votre livre, Le temps de l'homme, pour une révolution de l'écologie humaine, publié par les éditions Plomb,